Quand j'ai fait ce rapport sur un sujet sur lequel je travaille depuis pas mal de temps, et au fond, la troisième fois où je travaille sur le Grand Paris, a été un rapport qui m'a été commandé par le président de la République. C'est pas mal de parler de ce bouquin parce que j'avais deux obsessions. C'était que cette découverte que notre travail qu'avait fait Serge Moiti, qui racontait pourquoi les gens qui travaillaient, habitaient à Paris, un peu dans n'importe quel endroit dans le Grand Paris, avaient au fond envie de s'en aller. Et la deuxième, c'est que je lisais beaucoup le travail de d'Hariri, qui a fait Sapiens, Homo Deus, et aujourd'hui 21 leçons. Et je fais très longtemps que je travaille sur la question, enfin, quand j'inaugure un bâtiment, je me dis, tiens, je fais un pied de nez au médiatique. Il y a du temps qui s'installe. On quitte l'instantanéité, alors qu'on est en plein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est dans une situation un peu étrange. On peut même parler de... On ne sait pas ce qui se passe, mais il y a en même temps, de toute façon, certainement un coup d'état médiatique. Ça ressemble en tout cas à ça, indépendamment des protagonistes. Et franchement, Debord, ce serait beaucoup marré parce que sur le spectacle, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la ville, parce que c'est l'endroit où on prend le temps. Et quand on lit Harry, on a une panique bleue des algorithmes, et que les algorithmes s'emparent de vous. Et c'est vrai que la question d'habiter quelque part, dans ce moment où on est en rapport avec le monde entier instantanément, c'est une question vraiment sérieuse, parce que la question d'arriver à prendre le temps, alors y compris de voir le temps. Et il n'y a pas mieux pour voir le temps que cette connerie qui fait que des tas de gens aujourd'hui plantent leur balcon, même s'ils ont un misérable petit bout de terrain, c'est quand même de voir qu'il y a des saisons, des choses comme ça, quoi. Pas que des saisons de séries télé, des saisons, des vraies saisons. Et cette histoire est vraiment une question sérieuse. Alors, Le Corbusier n'a pas rencontré Freud, je reboucle. Évidemment, le rapport que j'ai fait sur Paris en grand, que tout le monde peut se procurer, dont je ne vous ferai pas le pitch, parce que on le trouve sur le site Cohésion des territoires, on le trouve sur plein de sites d'ailleurs, mais enfin, là c'est sûr, il est à lire, il n'est pas très compliqué à lire, il n'est pas chiant à lire, c'est pas un rapport fatigant, il se raconte comme une histoire. Mais c'est vrai que ce qui m'obsédait, c'était ces deux questions. Comment faire que les gens aient envie de rester à Paris, ou dans le Grand Paris, enfin d'enraciner leur présence, fût-elle une présence de nomades. Puisqu'aujourd'hui, en effet, beaucoup de gens sont nomades. Pas tous, vu les gens qui occupent, alors il faut vraiment remercier les DDE, elles ont fabriqué dans la France entière des endroits parfaitement inhospitaliers, entièrement ronds, et heureusement, aujourd'hui, c'est devenu l'espace public central de la société française, le rond des DDE. Bien. Une fois qu'on a dit du mal des DDE et des ronds célèbres, on va dire du mal de Le Corbusier, parce que, pour tout vous dire, vu le sujet que vous soulevez, s'il y a un mec qui répondait à la question que vous souleviez, c'est bien Corbu. Il la racontait entièrement verte, la ville. Il racontait même qu'on mettait des bouts de bâtiments et des immenses territoires entre les deux, que tout ça c'était inondé de soleil, de lumière et de sang. Et ça, alors cette ville verte, magnifique, il faut se rappeler quand même du plan voisin de Le Corbusier, tout le monde le connaît, mais tout le monde l'a vu quand même que tout Paris était rasé, il restait la porte Saint-Denis et la porte Saint-Martin. Et le reste était bon, et remplacé par des gratte-ciel cartésiens avec vachement d'espace vert. Ça respirait beaucoup, c'était formidable. Donc cette histoire urbaine-là, c'est évidemment le contraire, c'est celle contre laquelle, de façon, j'espère, non totalitaire, je m'insurge depuis très longtemps. C'est une histoire urbaine catastrophique. Cette pensée-là a été une catastrophe. Moi, dans mon rapport, je raconte qu'il y a eu trois raisons. Il y a eu catastrophe triple sur Paris et le Grand Paris. Triple. Alors, une catastrophe de pensée qui a donné la production des grands ensembles,
qui sont la ville verte absolue, enfin verte plus parking quand même, enfin, d'ailleurs dominante parking sur le vert, mais bon, ça c'est la bagnole qui débarque. C'est une catastrophe de pensée qui donne les grands ensembles, une catastrophe politique qui est le partage gaulliste-communiste qui massacre le département de la Seine pour fabriquer des départements avec y compris une forme d'écartement complètement fou entre les parts de ce territoire, alors que à l'époque encore du département de la Seine, Henri Sellier et les Jaurétiens mettaient l'argent du centre pour fabriquer à la périphérie du département de la Seine des cités-jardins formidables. Deuxième catastrophe. Et une troisième technique, c'est une catastrophe de l'ouvriéresque. C'est-à-dire qu'on donne à fabriquer 5 villes nouvelles à un type qui a été formidable à Alger face aux factieux, mais qui n'était en rien compétent pour faire des villes, qui était un poète urbain faible, voire inexistant, et qui donc va faire ça très bien. Alors on va être content parce qu'il y aura les équipements qui arrivent et tout qui arrive, et il se démerdera pour que ça existe. Bon, à Marne-la-Vallée, comme son nom l'indique pas, il n'y a pas la Marne, et à Évry, on a acheté à monsieur Pastré un seul terrain, donc affaire vachement rapide, un terrain. Manque de bol, monsieur Pastré n'allait pas jusqu'à la Seine. Ce qui fait qu'Évry est construit en absence absolue de ce qu'il avait de plus beau, la Seine. Ces trois pensées-là, superposées comme des calques, quand vous les mettez, ben ça donne une histoire qui a commencé à se transformer, qui a commencé à bouger, qui n'est pas dans l'état de désastre dans lequel elle a pu être il y a quelques années, mais néanmoins, ça donne une situation de discorde terrible entre des quartiers qui vont extrêmement bien, d'autres qui vont plutôt mal, certains qui sont complètement en bout d'échelle et d'autres qui sont formidablement en réseau. Bon. Alors c'est vrai que c'est du mal à parler de Paris, du Grand Paris en ce moment, parce que on sait bien que ce que je vous raconte sur les fractures qu'il y a dans le Grand Paris sont peut-être rien par rapport à ce qui se passe dans le pays entre certaines petites villes et d'autres grandes. Enfin, tout ça est difficile à... C'est pas difficile, mais enfin, disons, c'est quand même à mettre en relatif dans une situation territoriale de la France, on va sortir un peu la réalité. Mais enfin, dans ce rapport, ce que j'ai essayé de proposer, je vais terminer là-dessus d'ailleurs, parce que c'est de faire le croisement du social et du civilisationnel et du climat. C'est vrai que le miracle de fabrication du Grand Paris, d'un Paris en grand qui serait beau, c'est peut-être cette obligation qu'on a sur le climat qui, elle, touche riches et pauvres, et qui nous obligerait à tenter de fabriquer un oasis métropolitain de grande échelle. Et donc, si l'international sera le genre humain par le climat, pourquoi pas? Et si la beauté de la ville se fabrique par le climat, pourquoi pas? Mais il faut que cette ville, c'est un peu l'essence de ce que je dis dans mon rapport, j'arrête là-dessus, elle soit intense et agreste. Pas, voilà, intense quand même. Si on veut fabriquer de la bonne ville, il faut que ce soit intense. Et en même temps, elle peut être agreste. Agreste, ça peut prendre 1000 formes. On peut avoir... on peut dire à tous les promoteurs de faire des terrasses formidables, presque comme une obligation. On peut développer tant qu'on peut l'agriculture urbaine, telle que je trouve même sur un projet en ce moment, je suis en train de le faire à Colombes. Donc on peut faire des tas de choses. Il y a toutes sortes d'initiatives qui sont prises, des jardins partagés, tout ça. La question à croiser, c'est l'inverse de la ville verte de Corbu. C'est la beauté de la rue, la beauté des liens, et en même temps, la question de leur apaisement, leur rafraîchissement, le rapport à l'eau, le rapport à la couverture, à la canopée. Et voilà. Donc cette métropole dont je parle, dont
je raconte un peu comment elle pourrait se fabriquer un peu en dehors des questions accablantes administratives qui semblent l'entraver complètement. Ce qui la caractériserait, c'est ce croisement entre le pépiment et l'agglomérat tellement agréable de la ville et la capacité de verdissement par tous les moyens de cette ville-là qui peut imaginer des jardins dans l'espace. Bon, il se trouve que l'architecte que je suis en ce moment en train de faire un de ces projets qui vous pouvez trouver. Je ne devrais pas dire ça, parce que ça se mélange avec mon rapport, mais malgré tout, bon. Je vous signale qu'il y a un immeuble de très grande hauteur qui se termine, qui est la station de métro populaire, avec des jardins sur les 4 étages. C'est un des exemples comme ça d'intensité et de capacité agreste. Et je pense pas du tout qu'il faille faire des trucs comme ça partout. Je déteste l'idée qu'on puisse avoir des idées univoques sur la ville. Je pense que la seule question sérieuse sur la ville, c'est de s'intéresser au génie du lieu, à sa singularité, de prendre les berges de Seine telles qu'elles sont, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le message que j'ai envie de dire, c'est que l'international se fasse, que la beauté de la ville se fasse. Si la question de l'alimentation, la question du climat, la question de la proximité, la question de la circularité sont le vecteur de la fraternité et de la beauté, pourquoi pas ?